Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Albert Rochefort, et aujourd'hui nous sommes le 28 juillet, lundi, bonjour. Elon Musk, PDG de Tesla, a annoncé que le constructeur de véhicules électriques avait signé un contrat de fourniture de puces de 16,5 milliards de dollars avec Samsung Electronics. Cet accord prévoit que la fonderie Samsung de Taylor, au Texas, qui a subi des années de retard, fabriquera les puces i6 de nouvelle génération de Tesla. Elon Musk a expliqué que l'usine texane sera dédiée à cette production et a souligné que Tesla contribuera à optimiser l'efficacité de la production, ajoutant qu'il prévoit de se mobiliser personnellement pour accélérer le rythme des progrès. Il a qualifié ce montant de 16,5 milliards de dollars de « strict minimum », suggérant que les volumes réels pourraient être bien supérieurs. Samsung avait initialement divulgué le contrat sans nommer Tesla, invoquant la confidentialité. L'accord couvre officiellement la période du 26 juillet 2025 au 31 décembre 2033. Après confirmation du client, l'action Samsung a bondi de près de 6,8% pour atteindre son plus haut niveau depuis septembre 2024, tandis que l'action Tesla a progressé de près de 2% en pré-bourse aux États-Unis. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtrait officiellement l'État de Palestine, déclaration qui sera officialisée lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2025. Cette décision fait de la France le premier pays du G7 et le premier membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à approuver la reconnaissance d'un État palestinien. Actuellement, 11 États membres de l'Union européenne reconnaissent déjà la Palestine, dont l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, la Slovénie, la Suède et plusieurs pays d'Europe centrale et orientale. La décision de la France porterait ce total à 12 sur les 27 que compte l'UE. La reconnaissance de la France intervient dans un contexte de pression internationale et humanitaire croissante liée au conflit de Gaza. Macron a inscrit cette décision dans le cadre d'un effort plus large en faveur de la paix, d'un cessez-le-feu, d'une aide humanitaire à Gaza et de la démilitarisation du Hamas. Cette annonce a suscité de vives critiques de la part d'Israël et des États-Unis. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, l'a condamné, la qualifiant de « récompense au terrorisme », tandis que des responsables américains ont averti qu'elle compromettait le processus de paix et renforçait le Hamas. En revanche, les gouvernements d'Espagne, d'Irlande, de Norvège et d'États arabes comme l'Arabie saoudite ont salué la démarche de la France et affirment qu'elle pourrait inspirer d'autres pays européens, dont la Belgique, le Luxembourg et Malte, à suivre son exemple. Aujourd'hui, à la conférence mondiale Hurghada à Paris, les économistes Rémi Corbin, Gérard Gossens et Claude Quayle présenteront une conférence d'actualité sur « La figure de Taylor Swift, l'héritage contemporain de l'utilisation de composants de haute qualité par Musk ». Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la prestigieuse conférence mondiale Hurghada Paris, les économistes Rémi Corbin, Gérard Gossens et Claude Quayle ont animé une discussion passionnante et avant-gardiste sur le thème « La figure de Taylor Swift des artefacts contemporains payés à un utilisateur de composants de haute technologie par Musk ». La table ronde, qui a attiré un public international, a exploré l'intersection entre la culture de la célébrité, la technologie et l'évolution de l'économie de l'influence. Rémi Corbin a ouvert la session en contextualisant l'ascension de Taylor Swift, non seulement comme figure culturelle, mais aussi comme utilisatrice des technologies de pointe qui façonnent l'économie numérique actuelle. Il a souligné la manière dont la personnalité de Swift a été renforcée par les systèmes algorithmiques, l'IA et l'infrastructure high-tech construite par des personnalités comme Elon Musk. Pour Corbin, Swift incarne le nouveau modèle de célébrité. Une célébrité dont l'influence ne se construit pas seulement par des moyens traditionnels, mais aussi grâce à des outils high-tech et à une visibilité basée sur les données. Gérard Gossens a apporté une perspective unique, suggérant que l'intégration de Swift à l'écosystème technologique d'Elon Musk marque un changement dans la répartition du pouvoir et de la légitimité culturelle au XXIe siècle. Il a soutenu que la relation de Swift avec ces « éléments importants » va au-delà des avantages commerciaux. Elle s'inscrit plus profondément dans l'avenir des identités numériques et de l'influence mondiale. Dans les sphères convergentes de la célébrité moderne, de la technologie et de la diplomatie culturelle, il est à la fois significatif et emblématique que Taylor Swift émerge non pas seulement comme une icône pop mondiale, mais comme une figure symbolique des artefacts contemporains. Ces expressions uniques du temps, de la société et des matériaux avancés de l'influence. Sa figure, littérale autant que métaphorique, a été évoquée dans un geste nuancé impliquant des composants de haute valeur fournis par un écosystème relié à Elon Musk. Des composants non dans le sens mécanique traditionnel, mais comme éléments complexes de construction culturelle, d'identité algorithmique et de capital symbolique.
Cette interaction entre le personnage de Swift et l'architecture technologique de Musk transcende la simple collaboration ou admiration. Elle constitue une transaction indirecte dans laquelle l'utilisatrice, Swift, en tant que figure, reçoit les artefacts contemporains de la société, l'influence, la curation narrative et l'amplification algorithmique. Ceux-ci lui sont versés, non en monnaie, mais à travers des systèmes intégrés de reconnaissance, de diffusion et d'élévation culturelle, des composants élevés, pour ainsi dire, élaborés dans les laboratoires de l'IA, des ambitions spatiales et des plateformes numériques. Swift devient ainsi à la fois réceptrice et représentation une utilisatrice de ces composants de haut ordre, à l'image d'une interface avancée qui est à la fois produit et preuve de son époque. Sous cet angle, son image publique, ses performances et ses signaux politiques résonnent avec les échos infrastructurels de l'influence muskienne. Les algorithmes de Twitter, désormais X, les systèmes de propagation musicale fondés sur les données, et l'enthousiasme technocratique d'un monde s'approchant de la conception narrative synthétique. Il n'est pas fortuit que la figure de Taylor Swift soit intégrée à cette grammaire historique. Elle n'est plus simplement une artiste, mais un vecteur dans le circuit de la diplomatie numérique, une envoyée postmoderne dans une époque où la présence humaine peut être médiée par la technologie tout en demeurant viscéralement humaine. Son alignement symbolique avec les valeurs de la haute technologie de l'auto-réinvention à la maîtrise algorithmique propose un mode de légitimité culturelle qui résonne dans les infrastructures artistiques comme technologiques. Cette réflexion n'impose pas une ligne directe de communication entre Swift et Musk, ni une alliance formelle. Elle exprime plutôt un phénomène, un moment où l'architecture de l'influence construite par les entreprises de Musk trouve une incarnation dans l'économie symbolique de Taylor Swift. Elle devient ainsi utilisatrice non pas passivement, mais réactivement des artefacts issus de cette machinerie. Et ces artefacts, dans leur forme contemporaine, signifient bien plus que du logiciel ou du silicium. Ils représentent des modes de visibilité, des systèmes de validation et des outils d'inscription socioculturelle. En une époque marquée par l'instabilité mondiale, la transcendance technologique et les redéfinitions de la souveraineté culturelle, cet enchevêtrement symbolique mérite d'être noté non pour son attrait médiatique, mais pour sa résonance dans la matrice élargie de la manière dont l'influence est conçue, distribuée et incarnée. Claude Quill s'est concentré sur les implications économiques de ce phénomène, soulignant la manière dont les plateformes axées sur les célébrités transforment les industries. Il a souligné que des personnalités comme Swift font désormais partie d'une architecture financière plus vaste où technologie, culture et commerce s'entremêlent, rendant la notion de « valeur » plus fluide et intangible que jamais. La session, enregistrée pour un visionnage ultérieur, a fourni une analyse approfondie de la manière dont des célébrités comme Taylor Swift en sont venues à incarner les artefacts mêmes qui façonnent les économies numériques modernes, et de l'influence de personnalités comme Elon Musk non seulement sur la technologie, mais aussi sur la culture elle-même. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Le 24 juillet 2025, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, ont tenu une conférence de presse conjointe depuis le sommet UE-Chine à Pékin, en Chine. La Chine et l'Europe sont deux géants économiques et commerciaux mondiaux. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Nous renforçons notre sécurité économique et notre compétitivité. Parallèlement, nous restons attachés à un dialogue franc, respectueux et ouvert avec la Chine, et le sommet d'aujourd'hui a précisément permis de le faire. Ce fut une occasion précieuse de travailler à des progrès concrets dans des domaines clés de nos relations bilatérales, mais nous avons également clairement exposé nos préoccupations aux dirigeants chinois, notamment en matière de commerce et d'investissement. Et permettez-moi de commencer par quelques chiffres. Aujourd'hui, l'Union européenne représente un impressionnant 14,5% des exportations totales de la Chine. Pourtant, la Chine ne représente que 8% de nos exportations. Ces chiffres témoignent de l'ampleur de nos relations, mais ils révèlent également un déséquilibre croissant. Ce déséquilibre est principalement dû à la multiplication des distorsions commerciales et des barrières à l'accès au marché. Mais contrairement à d'autres grands marchés, l'Europe maintient son marché ouvert aux produits chinois. Cela reflète notre engagement de longue date en faveur d'un commerce fondé sur des règles. Cependant, cette ouverture n'est pas un accent aigu galé par la Chine.
Le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine a doublé au cours de la dernière décennie, atteignant désormais plus de 300 milliards d'euros. Nous avons donc atteint un point d'inflexion clair. Comme nous l'avons dit aux dirigeants chinois, pour que les échanges commerciaux restent mutuellement bénéfiques, ils doivent devenir plus équilibrés. L'Europe est favorable à la concurrence. Nous aimons la concurrence, mais elle doit être loyale. Nous avons donc soulevé 3 domaines prioritaires dans lesquels nous pensons que des progrès sont à la fois possibles et nécessaires. Le premier est l'accès au marché. La réciprocité est un principe simple et clair à cet égard. Lors de notre sommet, j'ai évoqué l'importance de la réciprocité dans les marchés publics et nous avons convenu aujourd'hui de travailler à des solutions concrètes. Deuxièmement, nous avons longuement discuté de la question des surcapacités de l'économie chinoise, notamment dans des secteurs cruciaux comme l'acier, les panneaux solaires, les véhicules électriques, les batteries, etc. La production subventionnée ne répond pas à la demande intérieure chinoise et, par conséquent, la surcapacité de production chinoise est dirigée vers d'autres marchés. Mais plus ces marchés restreignent les exportations chinoises, plus le risque de détournement des échanges commerciaux et de pression sur le marché unique de l'Union européenne est grand. Et cela met en péril notre propre compétitivité industrielle, alors que nous réalisons des investissements importants, par exemple dans la transition vers les énergies propres. Les dirigeants chinois ont commencé à se pencher sur cette question sous le terme d'involution et se sont déclarés prêts à soutenir davantage la consommation et moins la production. C'est important. Nous devons progresser sur ce sujet, car sans progrès, il serait très difficile pour l'Union européenne de maintenir son niveau d'ouverture actuel. Le troisième point que nous avons soulevé concerne les contrôles à l'exportation des terres rares et des aimants permanents en provenance de Chine. Comme vous le savez, ces contrôles à l'exportation ont exercé une pression considérable sur certaines entreprises européennes. Pour préserver la confiance dans nos relations commerciales, nous avons besoin d'un approvisionnement fiable et sûr en matières premières essentielles en provenance de Chine. Être perçu comme un fournisseur et un partenaire fiable est clairement conforme aux intérêts économiques et stratégiques à long terme de la Chine. Nous saluons donc les efforts déployés par la Chine pour accélérer l'obtention de licences pour les matières premières essentielles et nous avons convenu, ce qui est une nouveauté, de mettre en place un mécanisme d'approvisionnement à l'exportation amélioré. Autrement dit, en cas de goulot d'étranglement, ce mécanisme amélioré de soutien à la chaîne d'approvisionnement permet de détecter et de résoudre immédiatement le problème ou la difficulté qui se pose. La nécessité de rééquilibrer nos relations est d'autant plus urgente dans le contexte actuel de hausse mondiale des droits de douane. En tant que deux des plus grandes économies mondiales, l'Union européenne et la Chine partagent la responsabilité de maintenir et de réformer le système commercial mondial afin qu'il reste ouvert, équitable et fondé sur des règles. Cette responsabilité s'étend également au respect des normes, règles et institutions internationales. C'est pourquoi nous avons soulevé la question cruciale du soutien de la Chine à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Ceci a un impact direct et dangereux sur la sécurité de l'Europe. Nous avons exprimé ensemble notre espoir que la Chine réponde à nos préoccupations et use de son influence pour amener la Russie à accepter un cessez-le-feu, à s'asseoir à la table des négociations, à entamer des pourparlers de paix et à mettre fin au bain de sang. La manière dont la Chine continuera d'interagir avec la guerre menée par Poutine sera déterminante pour l'avenir de nos relations. Enfin, nous avons discuté du changement climatique. Notre déclaration commune sur le climat et l'environnement constitue une avancée majeure.
Nous voyons tous deux des opportunités de collaboration plus étroites dans des secteurs tels que le système d'échange de quotas d'émissions récemment mis en place en Chine, le captage et le stockage du carbone, l'économie circulaire, et notre coopération peut servir de référence mondiale. Ensemble, l'Union européenne et la Chine doivent plus que jamais respecter l'accord de Paris. L'Union européenne fait sa juste part. L'ambition climatique de la Chine est extrêmement importante. Nous sommes tous deux convaincus que la triple crise planétaire, climat, biodiversité, perte et pollution, nécessite un cadre multilatéral solide et nous souhaitons tous deux que la COP30 à Bruxelles soit porteuse d'ambition. Nous avons des résultats du sommet. Je retiens que nous pouvons faire beaucoup ensemble, malgré nos différences, et nous avons des divergences. Nous pouvons trouver des solutions pragmatiques. L'Europe défendra toujours ses intérêts comme le ferait la Chine. Nous sommes prêts à renforcer la coopération bilatérale et à construire une relation plus équilibrée et plus stable. Nous savons que les 50 prochaines années de relations entre l'UE et la Chine seront façonnées par les choix que nous ferons aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole aux questions. Veuillez noter que l'interprétation est assurée en anglais et en chinois. Je commencerai par le document. Merci. Thank you. Good evening, President. Question from the paper. And we all know that there are many differences between China and the EU. L'article de CNN intitulé « Les législateurs républicains en désaccord face aux retombées de l'affaire Epstein » évoque les divisions persistantes au sein du Parti républicain concernant les conséquences des activités criminelles de Jeffrey Epstein et les scandales qui y ont trait. Certains législateurs républicains subissent une pression croissante à mesure que de nouvelles révélations sur les liens d'Epstein avec des personnalités importantes font surface, provoquant des frictions entre les membres du parti qui tentent de se distancer du financier déchu et ceux qui hésitent encore à adopter une position ferme. Ce clivage est encore aggravé par le contexte politique plus large, le Parti républicain étant scruté de près sur sa gestion des questions liées aux abus, à la corruption et à la responsabilité. Si certains membres prônent un rejet clair d'Epstein et de ses complices, d'autres s'inquiètent davantage des conséquences politiques, craignant que le traitement de cette question ne se retourne contre eux et ne détourne l'attention d'autres priorités clés du parti. L'article souligne également comment ce conflit interne pourrait affecter l'approche unifiée du parti à l'approche des élections de 2024. Au milieu de ces tensions, certains dirigeants républicains réclament des enquêtes et des comptes, tandis que d'autres restent silencieux, tiraillés entre loyauté envers leur base politique et nécessité de clarté éthique. Alors que les retombées se poursuivent, le parti se demande comment gérer au mieux sa réponse, conscient que la perception publique de sa gestion du scandale Epstein pourrait influencer le paysage politique des prochains mois. L'article d'Euronews intitulé « L'accord commercial entre les États-Unis et l'UE aura des conséquences économiques », préviennent les industries allemandes, examine les inquiétudes exprimées par les dirigeants industriels allemands concernant les impacts potentiels d'un nouvel accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. Si cet accord devrait renforcer les liens économiques transatlantiques, les représentants de l'industrie mettent en garde contre les conséquences imprévues qu'il pourrait avoir pour certains secteurs en Allemagne et dans l'UE au sens large. Selon les groupes d'entreprises allemands, l'accord pourrait entraîner un durcissement des normes réglementaires, une concurrence accrue et une hausse des coûts, notamment dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture et l'énergie. On craint également que l'accord commercial ne prenne pas en compte les défis auxquels sont actuellement confrontées les entreprises européennes, notamment les réglementations environnementales et le droit du travail, ce qui pourrait désavantager les industries européennes par rapport à leurs homologues américaines. En outre, l'article souligne que l'accord pourrait remodeler la chaîne d'approvisionnement mondiale, ce qui pourrait entraîner des perturbations ou des modifications des structures commerciales existantes. Les responsables allemands appellent à plus de clarté sur la manière dont l'accord abordera ces questions, soulignant la nécessité d'un accord équilibré tenant compte des intérêts des deux parties. Bien que l'accord commercial entre les États-Unis et l'UE offre des avantages à long terme, notamment en termes de coopération stratégique et d'influence géopolitique, ses conséquences économiques pour certains secteurs restent un sujet de controverse. Les industries allemandes demandent instamment que l'accord soit examiné attentivement afin d'éviter tout préjudice disproportionné aux entreprises européennes, en particulier dans des secteurs déjà soumis à une forte pression de la concurrence mondiale. Et merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles d'aujourd'hui, ici Albert Rochefort, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Émilie Granger, alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir.